Mais pourquoi les Israéliens retournent-ils aux urnes le 1er novembre ? Ici Eliana Gurfinkiel de Studio Kalita. Ma Corée, c'est le podcast pour mieux comprendre Israël et le monde juif. Et c'est donc reparti pour un tour. Le 1er novembre 2022 se tiendront en Israël les élections pour la 25e Knesset. Alors que les élections en Israël sont censées se dérouler une fois tous les 4 ans, c'est la 5e fois en 3 ans et demi que les électeurs israéliens repartent aux urnes. Quand le 26 décembre 2018, la Knesset a voté en 3e lecture la décision de dissoudre l'Assemblée, personne ne s'imaginait à quel point Israël allait rentrer dans la plus grande crise d'instabilité politique qu'elle n'ait jamais connue. En effet, les résultats des élections du 9 avril 2019 ne donnent pas l'avantage à aucun des bords politiques. Il est impossible de former une coalition avec une majorité de 61 voix. Deux camps s'affrontent, les partis qui soutiennent Binyamin Netanyahou et ceux qui s'opposent à lui. Bibi, vélo Bibi. Pour la première fois de son histoire, la Knesset va alors décider de dissoudre la 21e Knesset et de prévoir pour septembre 2019 de nouvelles élections. Mais ces secondes élections d'affilée ne vont pas régler le problème. À nouveau, Netanyahou, qui est à la tête du parti avec le plus grand nombre de sièges, n'arrive pas à former un gouvernement. C'est au tour de Benny Gantz d'essayer, mais sans succès. Les 120 députés votent à nouveau pour une dissolution de la Knesset et le pays se met en marche pour ses 3e élections d'affilée. Quand le 2 mars 2020, les électeurs, dans leur ensemble largement agacés, vont voter, ils ne peuvent imaginer le scénario de science-fiction qui les attend quelques jours plus tard. Données préoccupantes. On recense ce matin près de 200 malades du coronavirus en Israël. Le Premier ministre a annoncé hier soir des mesures sans précédent. Fermeture des jardins d'enfants et crèches qui se rajoutent à la fermeture de tous les établissements scolaires. Réduction des transports en commun et appel à réduire les déplacements pour l'ensemble de la population. Fermeture de tous les restaurants, lieux de distraction. Après avoir fermé ses cieux, le 15 mars 2020, l'État d'Israël rentre dans son premier confinement pour empêcher la propagation du Covid-19. Un peu plus de 2 mois après les élections, en mai 2020, Netanyahou et Gantz forment un gouvernement d'union nationale face à la crise du coronavirus. Mais en décembre 2020, la Knesset dissout à nouveau l'Assemblée face au budget qui n'arrive pas à être voté. Les 4e élections en 2 ans ont alors lieu en mars 2021. Les partis sont toujours à peu près les mêmes et les oppositions des deux camps sont identiques. À nouveau, Netanyahou essaye de former un gouvernement mais sans succès. Et c'est à ce moment-là que Naftali Bennett rentre en jeu. S'alliant à Lapid, ils forment tous les deux un gouvernement avec le soutien inattendu du parti arabe Ra'am. Ce 36e gouvernement va gouverner jusqu'au 30 juin 2022, date à laquelle la Knesset est dissoute, avec comme date pour les nouvelles élections le mardi 1er novembre 2022. Mais pourquoi le système électoral israélien nous paraît si compliqué ? Avons-nous véritablement affaire au même système que celui de la 4e République française ? Vous savez, cette république qui était tellement instable et ingouvernable que Charles de Gaulle a dû la reformer et créer la 5e République. Pour mieux comprendre quel est le système israélien et son histoire, j'ai fait appel à Eliezer Chargorodsky, docteur en sciences politiques. Docteur Chargorodsky, pouvez-vous nous expliquer le modèle électoral israélien ? En Israël, c'est une démocratie parlementaire, à l'image du modèle britannique et à la différence du modèle américain qui est présidentiel ou en partie à la différence du système français qui est mi-parlementaire, mi-présidentiel. En quoi est-ce que ça consiste ? Ça consiste en fait que le seul pouvoir à être directement élu, c'est le Parlement qui est constitué par 120 membres de la Knesset qui sont élus par la population. Mais pourquoi en 1948 a-t-on choisi une démocratie parlementaire ? Il y a des raisons historiques, c'est qu'il y avait ici le pouvoir mandataire qui était tenu par la Grande-Bretagne depuis la fin de la Première Guerre mondiale jusqu'en 1948. Donc naturellement, la tradition britannique politique a eu son influence. Mais ce n'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est que nous avons hérité du système politique qu'il y avait ici chez nous à l'époque mandataire, qui s'appelait, ou l'organe représentatif, c'était le Va'ad Leumi, le Conseil national, qui était un organe élu par les habitants juifs
de Eretz Israël, qui lui-même naturellement héritait aussi de l'organisation sioniste, qui elle aussi est représentative du peuple juif, de tous ceux qui payaient le shekel tsioni, qui est aussi représentatif d'une tradition juive ancestrale, que ce soit le Conseil des 4 pays en Pologne ou ailleurs, Vad Aratzot, qui était une structure volontariste, non imposée, qui s'auto-organisait et qui, a été héritée. Mais il existe une autre raison à la mise en place d'une démocratie parlementaire pour l'État juif. Elle est d'ordre structurel et d'ordre de la nature de la population juive, des Olim Hadashim, qui sont venus s'établir, qui naturellement sont venus de tous les pays et de tous bords, tant au niveau idéologique, au niveau de son origine, séfarade, ashkénaze, religieux, non religieux, socialistes, occidentaux, orientaux, etc., etc. Donc c'était une population très très hétérogène et qui devait être représentée au Parlement de la meilleure manière. Alors naturellement, la méthode parlementaire est bien mieux adaptée. Pourquoi ? Parce que vous pouvez être représenté par même un petit parti si vous êtes une ethnie ou si vous êtes une communauté pas trop nombreuse. D'ailleurs, c'est une chose intéressante de dire qu'il y a eu aux premières élections, janvier 1949, il y a eu 12 listes qui sont passées, 12 partis qui étaient représentés à la Knesset et on les appelait, ironiquement ou pas ironiquement, les 12 tribus d'Israël. Shnemasar Shiftei Ya. Mais qu'en est-il du seuil d'éligibilité ? Pourquoi évolue-t-il depuis 1948 ? Au début des premières décennies de l'indépendance d'Israël, il était très bas, il était de 1% pour véritablement donner un maximum de représentativité à un maximum de population pour que chacun se sente véritablement inclus dans le système politique de l'État nouveau-né. Plus tard, il est passé de 1% à 1,5%, ensuite à 2%. Aujourd'hui, il est à 3,25%. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que pour être passé, un parti doit avoir au minimum 4 députés sur 120. Les dernières élections, pour passer ce seuil, il fallait avoir un peu plus de 140 000 voix. Ce que vaut un mandat, c'est environ 34-35 000 voix. Ça dépend du taux de participation. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi nous n'avons pas de constitution en Israël ? Il y a 2 sortes de constitutions. Il y a une constitution matérielle, c'est-à-dire des lois qui s'occupent de questions fondamentales du régime, de la société, etc. Et ça, naturellement, aucun État ne peut exister sans une constitution matérielle. Maintenant, qu'est-ce qui nous manque ? Eh bien, c'est la constitution formelle, des lois qui, au niveau formel, jouissent d'un statut plus élevé que les autres lois. Bien que dans la déclaration d'indépendance, on dit qu'on va avoir une constitution, à peine quelques années après, en 1950, a été prise la décision Harari, qui dit qu'en fait, aujourd'hui, l'État juif n'est pas encore prêt à développer une constitution pour plusieurs raisons, parce qu'on est à peine 5% de tous les juifs en Israël, comment on peut décider pour tous les 100% qui, naturellement, bientôt vont venir. Ben Gurion, pour des raisons politiques, ne voulait pas non plus être limité dans ses pouvoirs dans l'État, donc chacun avait sa raison pour s'opposer à une constitution. Cette décision Harari, il dit que maintenant on ne peut pas, mais entre-temps, on va légiférer des lois fondamentales, Chokei Yesod. Quand ces lois fondamentales vont toucher à tous les sujets centraux de la politique israélienne, ils vont être harmonisés et unis sous forme de constitution. Maintenant, cela n'a pas été fait. Dans les années 90, c'est la Haute Cour de justice par Aaron Barak, le président de la Haute Cour de justice, dans ce qu'on appelle couramment aujourd'hui la révolution judiciaire, il s'est arrogé des pouvoirs quasi constitutionnels, quasi de cour constitutionnelle, en vertu desquels on peut modifier, revoir, s'ingérer dans toutes les directives, lois et autres actes juridiques, que ce soit des ministères ou du Parlement. C'est-à-dire que d'un côté, il n'y a pas de constitution formelle, mais d'un autre côté, il y a de fait une cour constitutionnelle qui, sans constitution, décide quel principe va
servir de phare et au nom duquel on peut ensuite modifier lois et directives. Le lendemain des élections, ici, ce n'est pas comme en France que tout est fini et que l'on sait qui est le président. Mais au contraire, tout commence en Israël. Pouvez-vous nous expliquer ce qui se passe ? Le lendemain des élections, c'est seulement là que tout commence. Formellement, c'est le président qui donne le mandat au chef de liste qui a le plus de chances de former une coalition viable, à savoir plus de 60 députés. Du moment que tête de liste reçoit le mandat du président, aujourd'hui de Bougie Herzog, eh bien, il a tant et tant de semaines pour essayer de forger sa coalition. Si ça marche pas pendant le premier essai, il en a un second. Et ensuite, il doit passer la main, s'il réussit pas, à quelqu'un d'autre. Et c'est ainsi que cela fonctionne. Vu que nous sommes pas dans un régime présidentiel, mais dans un régime parlementaire, l'exécutif est basé sur le soutien qu'il reçoit du législatif. Il n'a pas de pouvoir, d'autonomie en soi, il n'est pas élu directement par les électeurs, donc c'est le Parlement, la Knesset, qui le nomme, et c'est la Knesset qui peut le faire tomber dans ce qu'on appelle une Hatzbat Emun, motion de censure. Ce système électoral israélien est souvent pointé du doigt. Ses détracteurs sont nombreux et beaucoup appellent à le changer pour différents systèmes politiques que l'on peut trouver de par le monde. Einat Wilf est une ancienne députée israélienne qui est aussi docteure en sciences politiques. Il y a 10 ans, elle a écrit avec Tzvi Bisk un livre qui traite justement de ce sujet. Zolo Ashita Tembel. Le problème n'est pas le système imbécile. En un peu plus de 150 pages, Einat Wilf décrit les autres systèmes politiques et explique pourquoi l'israélien nous convient parfaitement. J'ai décidé de la contacter afin qu'elle nous en dise un peu plus sur ce système et doit-il, oui ou non, perdurer à son avis. Docteur Einat Wilf, face à l'instabilité politique en Israël depuis 2019, beaucoup de personnes appellent à changer le système politique israélien. Vous avez justement écrit un livre à ce sujet il y a 10 ans. Qu'en pensez-vous ? Ce n'est pas quelque chose de nouveau. Les gens appellent à changer le système politique israélien toujours, selon les résultats souhaités. Par exemple, avant Netanyahou, il y a des gens qui disent que le système est instable. Alors, il faut faire un système plus stable. Mais avec Netanyahou, on a dit que le système est trop stable et il faut limiter la durée de mandat. Alors, les gens qui disent qu'il faut changer le système, ils le disent pour avoir les résultats souhaités. Ce ne sont pas des gens qui ont une idée objective de changer le système dans une direction claire. Alors, ce n'est pas une idée de nouveau, c'était toujours comme ça. Vous aviez écrit ce livre, comme je l'ai dit, il y a 10 ans, près de 6 ans en avance de cette grande crise d'instabilité que nous vivons aujourd'hui. Est-ce que votre position a changé ? Non, ma position, qu'il ne faut pas changer le système électoral israélien, s'est renforcée depuis que j'ai écrit le livre il y a 10 ans. J'ai vu que les gens qui appellent à changer le système électoral ne sont pas honnêtes. Ils veulent changer le système pour avoir les résultats souhaités. Et aussi, j'ai vu, on nous a dit d'élever le seuil électoral de 2 à 4 mandats. C'était un petit changement, mais c'était un désastre. On nous a dit que ça va contribuer aux stabilités. Mais enfin, ça contribuait à l'instabilité. Maintenant, la question principale des élections n'est pas qui va gagner la plupart des votes, mais qui va franchir le seuil électoral. Il ne faut pas avoir des élections sur la question du seuil électoral. Ça ne contribue pas à la stabilité du système. Et c'est toujours comme ça. Même un petit changement change le système au contraire. Et c'est presque toujours un désastre. Qu'a, selon vous, de particulier ce système israélien et pourquoi ne faut-il pas le changer ? Le système électoral israélien est tout à fait normal. C'est le système de la plupart des démocraties stables au monde. Il faut dire, c'est pas connu, qu'Israël est une des plus anciennes démocraties du monde. Il n'y a pas beaucoup de démocraties qui restent démocraties sans interruption pendant 75 années comme Israël. Et Israël est resté démocratie face aux grands problèmes comme les guerres, le terrorisme et l'immigration.
Nous sommes une démocratie parlementaire tout à fait normale parmi les démocraties stables du monde. Notre système est exactement le même qu'aux Pays-Bas. Et les Hollandais n'ont pas un problème avec leur système. Alors ce n'est pas le système qui est le problème. Quand j'ai écrit mon livre sur le système électoral, je voulais savoir si vraiment notre système est pire que les autres et j'ai découvert qu'au moins notre système n'est pas pire que les autres. Mais maintenant, je pense que pour nous, notre système est le meilleur parce que c'est un système proportionnel qui donne chacun le sentiment d'être représenté. Et c'est très important. Face à des visions entre juifs et arabes sur les questions des religions, c'est beaucoup mieux d'avoir la représentation dans le système que utiliser la violence. Et pour ça, je pense que notre système nous a sauvés. Pour ça, je dis qu'il ne faut pas changer le système. Que peut-on faire, à votre avis, pour sortir de cet engrenage d'élections récurrentes ? La question qu'il faut poser n'est pas la question des élections fréquentes, mais quelle est l'alternative ? Parce que c'est vrai, il y a une crise maintenant en Israël, mais ce n'est pas une crise du système électoral, c'est une crise sociale, c'est une crise autour de la question à qui appartient Israël, à ses fondateurs ou aux gens qui ont venu plus tard. Dans des systèmes électoraux présidentiels où un parti gagne tout, des crises comme ça peuvent mener à la violence. Dans notre système parlementaire, cette crise se manifeste par des élections fréquentes. Et c'est mieux que la violence. Alors, pour résoudre la crise, il ne faut pas résoudre des problèmes de système électoral. On n'a pas le problème du système électoral. Il faut résoudre le cœur. Et le cœur, c'est la question à qui appartient Israël. Et pour résoudre cette crise, il faut comprendre qu'Israël, maintenant, appartient à ses fondateurs et aussi aux gens qui sont venus plus tard. Donc, selon vous, on a plus affaire à une opposition entre les anciennes et les nouvelles élites, la gauche qui a été au pouvoir de 1948 à 1977 et ceux qui l'ont remplacée ? C'est ça la question, et ce n'est pas une question d'un système électoral. Même avec les élections fréquentes, Israël se gère très bien. Il faut faire face aux problèmes réels et arrêter de chercher des raccourcis comme à changer le système électoral. Après 4 élections qui se sont suivies, est-ce que les enjeux de ce vote du 1er novembre 2022 ont changé ? Est-ce que ce scrutin risque de modifier quelque chose dans l'État d'Israël ? J'ai décidé de poser la question à Myriam Shermer, journaliste depuis une dizaine d'années et spécialiste du monde politique israélien. Myriam Shermer, est-ce que l'on peut attendre quelque chose de particulier de ces élections ? Alors, d'un point de vue de résultats enfin clairs, nets et précis qui nous permettraient de sortir de l'impasse, je dirais que malheureusement non. Une impasse totale, voire un 6e round ne sont pas du tout à exclure, on en est tous très conscients. Après, on peut parler de processus de dynamique plus profonde sur lesquels, oui, il y a des choses qui ont changé depuis maintenant 3 ans et demi, 4 ans. Et on peut dire que beaucoup de choses se sont passées dans ces élections. On est dans un espèce d'accélérateur à particules du système politique et beaucoup de choses ont changé malgré tout. Comme quoi, par exemple ? Comme, le fait que on a une droite ben-gviriste qui peut faire penser à d'autres mouvements de droite populiste comme en Europe, chose qui n'était pas le cas en Israël jusqu'à il y a pas très longtemps. Donc on rejoint une espèce de tendance mondiale quelque part, initiée par Trump et d'autres, comme le fait que les partis arabes ont vraiment sont devenus des acteurs presque principaux, j'ai envie de dire, de notre scène politique, ce qui n'était pas du tout le cas avant 2019. On avait des alliances un peu sous le manteau pour faire passer certains textes au sein de la Knesset, mais on n'avait clairement pas une légitimité politique qui existe aujourd'hui, qu'on le veuille ou non. C'est-à-dire que vraiment les choses ont changé. On a le fait que les partis ultra-orthodoxes, eux aussi, deviennent de plus en plus israéliens et sionistes, ce qui n'était pas forcément le cas avant.
On a beaucoup de choses, si vous voulez, on a vécu, on est à notre 5e élection, c'est presque 20 ans. Si on n'était pas dans des élections anticipées, c'est presque 20 ans de politique, en fait, qu'on est en train de faire en 3-4 ans. Quelles sont les questions qui préoccupent les Israéliens, les points clés pour lesquels ils vont aller voter ? Alors, c'est une très bonne question. En Israël, traditionnellement, c'est toujours la sécurité qui définit les choses, qu'on le veuille ou non. Au final, même en temps de paix, etc., il y a toujours une certaine tension autour de ça et il suffit d'avoir malheureusement quelques événements sécuritaires pour rappeler aux Israéliens qu'au final, le Rubicon, c'est toujours avec quel parti on va se sentir le plus en sécurité possible, d'accord ? Et ça, c'est interprétable en fonction des valeurs de chacun et des idéologies de chacun. Et après, plus spécifiquement, il y a évidemment le sujet du coût de la vie qui préoccupe énormément les Israéliens. Mais il y a aussi, de façon plus insigneuse, les gens vont pas le dire comme ça, mais il y a aussi, bien sûr, la question de la stabilité politique. Pourquoi Netanyahou et le Likoud sont avec ce slogan qu'on voit partout aujourd'hui, 1 + 1 = 4, et donc les fameux un électeur du Likoud plus un autre, ça vaut à 4 ans de stabilité. Pourquoi c'est ça ? Parce que vraiment, les électeurs dans les sondages de fond expriment un réel ras-le-bol de cette impasse dans laquelle on se trouve. Et ce que les Israéliens souhaitent le plus, c'est de ne plus entendre parler d'élections pendant 4 ans. Alors justement, avez-vous vu une certaine évolution dans le vote israélien ces dernières années ? Alors c'est ça qui est dramatique, c'est que la réponse est non. Moi j'aime bien demander aux gens comme ça que je rencontre, sans rentrer dans le débat politique en lui-même, est-ce que vous votez la même chose que la dernière fois ? Ou est-ce que vous avez changé votre vote ? Et la plupart du temps, les gens ont l'air assez désespérés, mais ils me disent non. C'est-à-dire que les Israéliens, ils sont bien embêtés parce qu'ils disent mes valeurs en tant qu'électeur, elles n'ont pas tellement changé, d'accord ? Ça fonctionne pas, mais j'ai pas autre chose à proposer. Alors voilà, c'est-à-dire que on est dans l'embarras. C'est-à-dire que chacun souhaite voter pour le parti qui le représente le mieux. Et en Israël, on est vraiment habitué à avoir des petits partis, ce qu'on appelle boutiques en hébreu, c'est-à-dire vraiment personnalisés, adaptés à chacune des si nombreuses identités qu'on a ici en Israël. Mais ça ne fonctionne pas. Alors, mais on sait très bien que les voix, il n'y a pas très peu de voix qui sont passées de bloc à bloc. Par exemple, Gideon Sa'ar, qui avait en montant Tikva Hadasha, Nouvel Espoir. Évidemment, son espoir à lui, à Gideon Sa'ar, c'était de faire passer massivement des voix de droite vers la gauche ou vers le centre-gauche, parce que pour lui, ce qui est le plus important aujourd'hui, c'est de faire tomber le pouvoir de Netanyahou. Or, on se rend compte que c'est pas tellement le cas. C'est-à-dire que l'année dernière, Gantz, quand il était vraiment au fin fond des sondages, il a eu 8 mandats, mais alors vraiment en les grappillant l'année dernière, lors du dernier scrutin. Aujourd'hui, sa stature s'est améliorée, etc. Et on voit que avec Tikva Hadasha, il est dans les 12-13. Donc, Gideon Sa'ar, il vaut 4 mandats au maximum, comme on dit en hébreu, dans un bon jour. Parce qu'un mauvais jour, un jour maussade pour lui, c'est en dessous du seuil d'éligibilité. Donc, on se rend bien compte que concrètement, cette idée de faire passer des électeurs du centre, d'un bloc à un autre, elle fonctionne pas tellement. Ou alors, tout simplement, il y a toujours eu des gens au centre qui, un coup, votaient plus centre-droit ou plus centre-gauche en fonction des affinités personnelles avec les leaders en lice. Donc, au final, on se rend bien compte qu'une des raisons pour lesquelles on est tellement dans l'impasse, c'est parce que les blocs ne changent pas. Vous regardez, le Likoud fait un score assez identique de tour en tour. Enfin voilà, on n'arrive pas à obtenir un vrai knockout parce que les Israéliens sont clairement divisés autour de cette question, est-ce que oui ou non il faut laisser Netanyahou au pouvoir. Comment expliquez-vous la scission pour ou anti-Bibi ? Comment une seule personne peut-elle réveiller autant de sentiments opposés ? Bon, d'une part, une personnalité charismatique, c'est toujours on aime, on adore ou on déteste. Enfin, voilà, Netanyahou, c'est pas le premier leader à cliver comme ça. On peut en citer plein d'autres dans le monde ou en Israël aussi. Donc ça, c'est toujours des personnalités qui réveillent autant de sentiments comme ça n'a rien d'étonnant. Après, il y a deux choses. Il y a d'une part le fait que, comme dit la fameuse phrase en hébreu, 80% des Israéliens sont d'accord sur 80% des sujets. Donc, justement parce qu'aujourd'hui on est dans le consensus, c'est-à-dire qu'on voit bien qu'il y a un gouvernement aujourd'hui de centre-gauche, ou alors de gauche, diraient certains, mène exactement la même politique sécuritaire que les différents gouvernements Likoud de ces 10 dernières années. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de différence d'un point de vue, est-ce que Meretz
démissionne du gouvernement parce qu'on est en train d'être dans l'offensive d'une opération de antiterrorisme aujourd'hui en Judée-Samarie. Est-ce que Meretz, quand on construit dans les implantations aujourd'hui, elle va démissionner? Non, la réponse est non. C'est-à-dire que la façon de gérer l'impasse, si vous voulez, où la plupart des Israéliens, d'un côté, veulent rester dans les territoires en Judée-Samarie, mais d'un autre côté, ne savent pas très bien quoi faire de nos relations avec les Palestiniens, ça, la majorité aujourd'hui, sauf vraiment les extrêmes, sont d'accord là-dessus. Donc, justement, parce qu'on est d'accord, on va se permettre de se disputer sur un sujet assez mineur, à savoir qui est le leader. D'accord? Ça, je pense que c'est surtout le symptôme sur le fait que les grandes idéologies de gauche et de droite ont plutôt disparu. D'accord? Ça, c'est une partie de ma réponse. Et après, si on rentre dans des questions plus psychologiques, émotionnelles, de psychologie politique, clairement, c'est la question de savoir Netanyahou, il est le symptôme de quoi dans la politique israélienne. D'accord? Et certains, ils voient la fin de la démocratie si jamais Netanyahou était amené à démissionner, parce qu'on serait dans un espèce de procès de Dreyfus 2, avec des accusations judiciaires qui ne tiennent pas la route, montées de toutes pièces, et dans ce cas-là, c'est vraiment céder à une mascarade de justice. Certains le vivent vraiment profondément comme une injustice, et on sait très bien qu'il existe parce que ce même camp-là s'est senti maltraité par les élites du pays pendant trop longtemps. Et donc, pour eux, ça fait sens. Si nous, on a été rejetés sur la base de notre idéologie politique, les élites étaient pas tendres avec tous les leaders de droite. On a traité tous les leaders de droite de fascistes. Et si on a été rejetés pour notre couleur de peau et nos traditions et nos folklores et notre façon de pratiquer notre judaïsme, etc., alors évidemment, ça fait sens de se dire aujourd'hui notre leader est rejeté parce que c'est le nôtre et c'est tout. D'accord? C'est très présent ça dans la société israélienne. C'est des traumas qu'on n'a pas du tout fini d'aborder et même peut-être pas commencé encore vraiment. Donc on en est là. Et après, inversement, pour le camp d'en face, ça aussi c'est la fin de la démocratie. Et si on a tout le temps ce sentiment que si jamais le Likoud revenait au pouvoir, alors on a toujours un CLM parti ou quelqu'un dans le camp qui va dire il faut changer le système judiciaire, il faut faire une loi dite française d'indemnité, etc., etc. Donc ça aussi, ça sonne très effrayant pour quelqu'un qui se dit moi je tiens à mon système, tout imparfait qu'il soit, j'ai pas du tout envie qu'il soit changé pour une personne parce que ça peut être la porte ouverte à toutes les fenêtres et qu'on ne sait pas ce qui viendra et peut-être qu'on va tomber dans un régime autocratique, etc. Donc si vous voulez, les deux peurs sont tout à fait légitimes et justifiables en fait. Elle s'annule pas, elle se juxtapose, en fait. Et donc, tant qu'on n'aura pas réussi à trouver une troisième voie, on n'en sortira pas. Machon Israëli, les démocrates et l'Institut israélien pour la démocratie a publié fin août un article dans lequel il parlait d'un Israélien sur 4 qui ne savait pas pour qui voter. Comment expliquez-vous cela? Eh bien, parce que les gens sont fatigués des élections, les gens sont confus. Il y a une certaine fatigue. Est-ce que c'est des électeurs de droite de l'ancien parti Yamina qui se sont sentis trahis et déçus par leur leader? Est-ce que c'est parce que c'est des sympathisants du Likoud, mais enfin qui en ont marre d'aller voter et qui considèrent que Netanyahou s'acharne trop? Ou est-ce que c'est de l'autre côté des gens de gauche ou de centre-gauche qui disent bon, alors qu'est-ce qu'on a obtenu en siégeant au gouvernement? Et ben finalement pas grand-chose. Vous voyez, tout le monde a un espèce de goût d'amertume, mais c'est normal. On est tellement dans un sentiment d'impasse, que rien n'avance, qu'on tourne en rond, etc. Alors bien sûr, il y a peu d'enthousiasme et donc du coup il y a pas forcément un sentiment d'être totalement identifié avec un parti. Ça me paraît très logique. Myriam Shermer, sans être prophète, comment voyez-vous l'avenir de la démocratie israélienne? Êtes-vous confiante ou pensez-vous que nous sommes partis pour de nouvelles élections 6 mois après le 1er novembre? Alors clairement on est dans une crise et on n'en voit pas le bout. C'est-à-dire que, vous vous souvenez, Eliana, quand il y a un moment dans le corona où on était persuadé que ok, après cette vague-là, ça y est, c'est fini. D'accord? Et après, une autre vague, et une autre vague, et une autre vague, et à la fin, on est devenu pessimiste en disant, bon, on attend la prochaine vague. Et je pense qu'on est un peu dans cette situation-là aujourd'hui avec les élections. C'est-à-dire que plus personne se dit, non, mais ça y est, 5 fois, c'est la bonne, on n'y retournera plus. On est quelque part tous dans une forme de pessimisme où on sait très bien, d'autant plus quand on regarde les sondages, où il y a clairement pas de vainqueur clair qui émerge, que on est tout à fait dans un scénario où ça va rester ad vitam aeternam. En fait, tant que
le procès Netanyahou durera, ou alors qu'on ira vers un accord de plaidoyer peut-être, ou enfin voilà, tant que la question judiciaire ne sera pas élucidée. D'accord ? Donc je pense que clairement on est en crise par rapport à ça, et qu'on n'est pas prêt d'en finir. Après, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je pense aussi qu'il y a des avantages à la situation dans laquelle on est, tout comme on a pu trouver des avantages dans l'épidémie, dans le sens où ce genre de secousse dans l'histoire, ça fait avancer par pour l'instant on est dedans, on est dans l'œil de la tempête et c'est horrible, et on n'a qu'une envie, c'est d'en sortir. D'ici 5 ans, d'ici 10 ans, on pourra dire la crise a vraiment signé la fin du XXe siècle dans la politique israélienne. On est vraiment passé à autre chose. Moi, j'ai souvent ce sentiment-là, que Netanyahou, c'est un produit des années 90, qu'il avait un rôle très important à jouer dans l'histoire israélienne, dans tout ce qui est la vision que les Israéliens ont d'eux-mêmes et la vision qu'ils ont du conflit avec leurs voisins, et que maintenant, ce rôle historique est en train de s'achever, et qu'en fait, Israël est en train de chercher quelle est l'étape suivante. Est-ce que l'étape suivante, c'est de se concentrer sur nous-mêmes et de devenir une économie de plus en plus performante et d'améliorer la condition de nombre de concitoyens? Est-ce que comment on devient, maintenant qu'on a des accords, les accords d'Abraham, on devient vraiment un partenaire dans une paix chaleureuse, chaude, cordiale, etc., chose qu'on n'avait pas avant? Quel est en fait le prochain chapitre qui serait la prochaine partition qui serait en train de jouer? Et en fait, on a l'impression qu'on tourne en rond et qu'on parle tout le temps de Bibi, mais c'est les questions qu'on est en train de se poser, d'accord? Quel est le rôle de nos minorités, les orthodoxes d'un côté, les arabes israéliens de l'autre? Quelle est la société israélienne en 2050? Et la crise qu'on est en train de vivre là, comme une crise d'adolescence, au final, ça nous servira. Est-ce que ça passera par un 6e, un 7e et un 8e scrutin? Je peux pas dire que c'est pas un scénario impossible parce que ça l'est. C'est tout à fait possible. Vous l'aurez compris, les élections à répétition ont mis les Israéliens à bout. Nombreux sont ceux qui ont annoncé au moment de la dissolution de la dernière Knesset qu'ils n'iront pas voter le 1er novembre prochain. Le système politique israélien doit-il être changé ? Le docteur Einat Wilf pense que là n'est pas le problème. Comme l'a si bien expliqué le docteur Chargorodsky, ce n'est pas pour rien que c'est ce système qui a été choisi en 1948. Alors que le pays ces dernières années vit d'immenses changements dans de nombreux domaines, il semblerait que le monde politique, lui, n'avance pas. Mais comme l'a justement remarqué Myriam Shermer, 5 élections depuis avril 2019, cela aurait dû couvrir une période de 20 ans. La vie politique serait-elle en train de vivre une accélération souterraine ? Est-ce qu'à plein de terre, cette immobilisation politique ne réserverait pas de grandes surprises par le futur ? C'était Macoré, le podcast de Studio Qualité avec Eliana Gerfinkiel. Retrouvez-nous sur toutes les plateformes de podcast et laissez-nous une note de 5 étoiles si vous avez aimé. À très vite au prochain épisode.